Bonjour à tous, bienvenue à ce Hub Eco qui se tient à l'invitation de l'UPE 06 et qui a lieu dans le cadre des entrepreneuriales. Les entrepreneuriales qui est le salon des dirigeants d'entreprise qui fête ses 20 ans cette année et qui arrive avec plein de nouveautés. Donc je laisserai tout à l'heure Bruno Valentin qui est vice-président de l'UPE 06 en charge de l'organisation de l'événement depuis quelques années. Il faut le dire ça ou pas? Quand on aime, on ne compte pas. Bravo. Donc, je laisserai Bruno parler un peu de toutes ces nouveautés. Et avec nous, aujourd'hui, Hugues Foulon, qui est le PDG d'Orange Cyberdéfense, donc qui va être notre expert, qui va parler de cybersécurité, de l'impact que cela peut avoir sur les entreprises, quelle que soit leur taille, et surtout, la façon dont la cybersécurité peut être un enjeu de compétitivité. Comment pouvoir de contourner la menace et en faire peut-être un enjeu. Donc ça sera l'objet de notre discussion. À la fin de l'échange, on pourra, évidemment, avec la salle pourra intervenir, poser des questions ou bien parler de ce qui a déjà été mis en place au sein de leur entreprise ou organisation. Bruno, je te laisse la parole. Oui, alors moi je vais être assez bref, une fois n'est pas coutume, parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter ce matin, mais je voudrais quand même vous accueillir au nom de l'UPE 06, de son président Philippe Renaudy, qui est au 3e rang, bien sagement assis. Tu veux pas venir à mes côtés, non, pour hein, et vous dire que en fait on est ravis d'inaugurer avec vous, hein, comme on le fait depuis quelques années, cette édition des entrepreneuriales, de l'ouvrir avec le Hub Eco Nice Matin qui succède au Club de l'Éco qu'on a accueilli pendant une bonne dizaine d'années, je crois, Karine. Ce salon est un peu, pour nous, particulier. C'est une émotion parce que ce sont les 20 ans des entrepreneuriales. Tu l'as dit, Karine. On a en fait nos 20 ans et pour ces 20 ans, on a décidé de réinventer un peu le salon. On encourage les entreprises à se réinventer. Tout au long de la journée, on va les encourager à se réinventer par leur transformation digitale, cette transformation digitale qui doit s'accélérer et que la crise sanitaire a aussi permis d'accélérer. Et nous, on s'est réinventé parce qu'on a imaginé ce salon Figital. On s'est dit l'année dernière, on en parlait tout à l'heure, ce salon ne s'est pas tenu parce qu'on a été rattrapé par les annonces gouvernementales à l'aune de la deuxième vague et on a été obligé de l'annuler 15 jours ou 3 semaines avant, hein, Philippe. Et cette année, on s'est dit ça ne nous arrivera pas. Donc on a dit ce salon se tiendra quoi qu'il en soit, hein, et quoi qu'il en coûte, puisque ça a été l'objet d'un budget supplémentaire. On l'a pensé digital. Donc aujourd'hui, là, on est en direct, on est en streaming sur une plateforme qui s'appelle Alga. Cette plateforme, elle vous permettra de revoir cette table ronde jusqu'à début février. Vous pouvez, si vous rentrez au bureau dans la matinée, visiter le salon. C'est un salon virtuel. Assister à toutes les autres conférences, toutes les autres tables rondes, tous les autres ateliers en streaming. On préfère quand même que vous restiez avec nous parce que la convivialité, c'est quand même ce qui nous est le plus précieux en ces temps où elle est devenue rare. Et on a choisi parmi les thématiques de la journée celui de la cybersécurité, parce que la cybersécurité, en tout cas la nécessité de se cyberprotéger, c'est un des effets secondaires de cette accélération de la transformation digitale. Les entreprises, bien évidemment, dans une logique d'accélération de leur digitalisation, eh bien, sont devenues plus vulnérables. Et je remercie Hugues Foulon, qui est directeur de la stratégie d'Orange et président directeur général de Orange Cyberdéfense, d'avoir amicalement accepté notre invitation, l'invitation également des équipes d'Orange, et de venir nous parler de cette problématique. On aura une conférence plénière en fin de matinée sur le sujet auquel Hugues participera également, au même titre que d'autres intervenants. Donc, tout au long de la journée, on va vous proposer des animations
des conférences, des plénières, une sur la cybersécurité, je viens de le dire, et puis une sur la RSE des entreprises du numérique. C'est aussi un sujet, quelle empreinte environnementale et sociétale pour le numérique, et quels sont les moyens justement de limiter cette empreinte. Et puis on clôturera la journée avec une conférence de Philippe de Sertine, qui est un économiste que nous apprécions tous et qui viendra nous parler des grands défis de la croissance post-Covid. Alors juste un petit mot de profane sur ce sujet de la cybersécurité. Pourquoi on y a pensé avec le MEDEF Sud, qui est co-organisateur de l'événement, on se situe dans le cadre du Forum du numérique. La 3e édition du Forum du numérique a été initiée par le MEDEF Sud, ce qui donne au salon une envergure régionale. On a choisi cette thématique parce qu'on s'est aperçu, on l'avait déjà choisi l'an dernier, cette thématique. Hugues devait déjà venir l'an dernier, et on s'est aperçu en 2020 que la cybersécurité, c'était la préoccupation essentielle des chefs d'entreprise. Une étude qui avait été publiée à l'époque nous apprenait que 80% d'entre eux, 80% des dirigeants d'entreprise considèrent que c'est leur principal risque. Et je crois qu'ils ont raison de se préoccuper de ce sujet, parce que la question n'est plus de savoir si on va être attaqué, mais c'est de savoir quand on va l'être et surtout comment on va pouvoir se protéger. Et c'est ce sujet que nous voulions aborder ce matin et avec lequel nous voulions commencer ces entrepreneuriales. Voilà. Merci Bruno. Ben voilà, tout est dit. Bruno a fait le travail pour moi. J'ai plus qu'à dérouler, comme on dit. Donc, comme je disais, Hugues Foulon, vous êtes le PDG d'Orange Cyberdéfense. Vous êtes donc le monsieur stratégie et cybersécurité du groupe. Je suppose qu'un groupe comme Orange est la cible d'attaque plusieurs fois par jour, par heure, voire par minute. Donc, c'est bien le cas, malheureusement c'est bien le cas. Donc quel est le rôle d'Orange Cyberdéfense? Vous pouvez nous expliquer rapidement, et puis quelles sont les solutions qui ont été mises en place au sein du groupe, et qu'est-ce que vous proposez, vous, aux entreprises avec Orange Cyberdéfense? Donc, il faut bien avoir conscience que toutes les entreprises sont menacées, et que quand on est un grand opérateur mondial comme Orange est présent dans près de 30 pays en tant qu'opérateur, dans plus de 100 pays pour les services aux entreprises. Opère des câbles sous-marins, détient des câbles sous-marins. Donc, vous imaginez bien que on transporte et on stocke la matière première que les attaquants essayent de dérober ou de copier. Et donc, Orange a besoin en permanence de se protéger. Et non seulement on se protège, mais en plus on est sur un tapis roulant, c'est-à-dire que la menace évolue, et donc du coup on doit se protéger plus vite que l'évolution de la menace, sinon on s'affaiblit. Donc ça c'est l'histoire du groupe Orange, et c'est pas nouveau, et ça continue à se développer. Et donc on a eu l'idée il y a quelques années de développer une expertise qu'on a regroupée sous la marque Orange Cyberdéfense depuis 2015. Pour proposer nos services aux entreprises. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est leader sur le segment en France. On est présent dans la région PACA avec des équipes surtout localisées à Marseille, mais qui ont aussi la capacité, certaines d'entre elles, dans les Alpes-Maritimes, de proposer leurs services aux entreprises locales ou présentes ici. Et donc on propose toutes sortes de solutions, une gamme de solutions, et c'est une des caractéristiques d'Orange Cyberdéfense, c'est de proposer l'ensemble, la panoplie complète en fonction des besoins de nos clients, qui va de l'amont, donc essayer de comprendre la menace, essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer, essayer de sensibiliser les collaborateurs à la menace, jusqu'à l'aval, et qui est la réaction à un incident. Et donc si, un peu comme les pompiers, si une attaque a eu lieu, si les données sont cryptées, si le système informatique ne marche plus, les équipes d'Orange Cyberdéfense sont capables d'intervenir très rapidement, à distance ou sur place, pour, entre guillemets, limiter les dégâts et restaurer le système pour que l'entreprise reparte le plus vite possible. Et quand je dis le plus vite possible, c'est rarement immédiat. Donc ça peut prendre des jours, de temps en temps des semaines, et dans quelques rares cas des mois, avant que l'entreprise redémarre normalement après une attaque. Ce qui peut poser aussi des soucis pour la survie de l'entreprise, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc durant la Covid, les entreprises ont été forcées de mettre en place du télétravail de façon peut-être un peu plus
rapide et abrupte qu'elle ne l'aurait souhaité. C'est la même chose aussi avec les écoles, le téléenseignement qui a dû se faire de façon aussi très rapide. Et ce changement a fragilisé les systèmes d'information des entreprises, une fragilité dans laquelle les pirates, les hackers se sont engouffrés. Et donc, on a vu une explosion des cas de cyberattaques. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Comment ça se passe? En fait, il y a eu... le Covid, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de fond, indépendamment du Covid, qui est un accroissement de la menace. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on parle de plus en plus de ransomware, donc de demande de rançon par le numérique. Les données sont cryptées et si vous ne payez pas une rançon en Bitcoin pour ne pas être traçable, vous ne pouvez pas récupérer vos données. Mais ça, c'est un phénomène qui existait avant le Covid, depuis 2017, grosso modo, et qui continue de se développer à la même vitesse avant et après le Covid. Le Covid, il a eu un phénomène d'accélérateur momentané, pour les raisons que vous avez évoquées, et également pour vous, je pense, dans la salle, de prise de conscience de la menace ou de la surface d'exposition. Pour les entreprises, ça a complexifié les choses parce que les collaborateurs qui étaient localisés et protégés sur le lieu de travail se sont retrouvés à distance, et donc ça a fantastiquement accru la surface d'attaque pour l'entreprise. Voilà. Et puis, ça a aussi permis des usages hybrides. Qui n'a pas travaillé sur un ordinateur perso, ou qui n'a pas fait d'usage perso, ou ses enfants sur un ordinateur pro. Donc, on voit bien qu'il y a un mélange des genres qui fait que c'est autant de fragilité pour l'entreprise et du coup autant d'opportunités pour les attaquants. Bruno, tout à l'heure, disait que ce n'est plus une question de savoir, enfin, les chefs d'entreprise ne se demandent plus s'ils vont être attaqués, mais plutôt quand ils le seront. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Quelles bonnes pratiques peuvent être mises en place au sein de leurs organisations pour justement minimiser le risque et éviter parfois d'arriver au dépôt de bilan? Parce que je crois qu'une étude, vous allez en parler, une étude de l'ONU montre des chiffres assez alarmants à ce sujet. Oui, ouais, si vous faites référence aux chiffres, c'est 60% des PME qui se sont fait attaquer déposent le bilan dans les 6 mois. Voilà. C'est une étude de l'ONU de fin 2020, donc c'est pas très ancien. Et donc ça montre la fragilité, ou en tout cas l'ampleur du risque qui est encouru. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, le premier point extrêmement important, sans être anxiogène à outrance, c'est la prise de conscience. Alors, c'est-à-dire que Internet, comme vous le savez, ça a été développé dans les années 60-70 avec des valeurs qui venaient de la côte ouest américaine, qui étaient plutôt sympathiques, plutôt cool, plutôt dans le partage, plutôt dans l'ouverture. Bon, tout ça, c'est très bien, c'est merveilleux, mais malheureusement, le revers de la médaille, c'est la menace associée à ça, parce que plus le monde se digitalise, plus vous mettez vos données pro et perso dans le digital ou dans le cloud, ben plus ces données ont de la valeur, et donc du coup, plus les attaquants sont féroces et aiguisés pour aller les dérober. Donc il y a vraiment dans un cycle de protection, je vais peut-être pas être trop long pour pas rentrer trop dans le détail, mais il y a vraiment, encore une fois, de l'amont. Comment est-ce que je sensibilise les équipes? Comment est-ce que je prends conscience de la menace? Comment est-ce que je me prépare à réagir s'il m'arrive quelque chose? Il y a toute une phase de protection-détection. Hein, donc c'est un peu comme le château fort. Hein, je mets des murs les plus épais, les plus hauts possibles, un pont-levis, des douves. Comme ça, l'assaillant ne pourra pas rentrer dans mon système. Et donc ça, vous avez des firewalls, des pare-feux. Enfin, il y a tout un ensemble de systèmes techniques qu'on peut mettre en place pour protéger l'entreprise et les systèmes d'information. Après, il y a un système de détection. C'est-à-dire que c'est très important. C'est-à-dire que se protéger, c'est bien, mais savoir qu'on est attaqué, c'est mieux. Parce que le pire du pire, c'est d'être attaqué sans le savoir. Donc il faut détecter un petit peu comme une intrusion à son domicile. Il faut détecter le fait qu'il y ait une intrusion. Et puis après, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, la réaction. Si malheureusement, malgré toutes ces précautions, on est attaqué, et ça arrive tous les jours, il faut pouvoir réagir de la meilleure façon qui soit, réussir à confiner l'attaque, donc ça ne touche pas toute l'entreprise mais qu'un système, avoir des systèmes de sauvegarde qui soient décorrélés, enfin il y a tout un système pour essayer de protéger l'entreprise et revenir à un régime nominal, un régime normal le plus vite possible. Voilà. Et encore une fois, enfin je suis désolé de porter ces messages-là, mais je pense que c'est mieux d'en avoir conscience. Ça touche tout le monde. Hein, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que l'image populaire d'il y a quelques années en disant bah oui mais c'est les grands groupes, Saint-Gobain était attaqué, c'est public en 2017, d'autres grands groupes ont été attaqués, c'est moins public. C'est bien, mais maintenant les entreprises de taille moyenne, les petites entreprises,
et même les toutes petites entreprises sont attaquées. Moi, on a des clients qui sont des cabinets d'architecture avec quelques postes de travail qui ont été attaqués, dont les données ont été cryptoloquées. Donc voilà, donc voilà, il faut juste, encore une fois, je ne veux pas être trop anxiogène, mais c'est mieux d'en avoir conscience, c'est mieux de se préparer et c'est mieux d'anticiper si jamais un problème survient. Alors justement, auprès de qui les entreprises peuvent-elles se tourner pour se préparer? Bah, vous avez le marché de la cybersécurité, c'est un marché qui croît de 9 à 10% par an. Donc c'est un marché extrêmement dynamique, hein, et ça traduit le fait que, la menace se perfectionne et évolue, et ça traduit le fait que les entreprises, vous, prenez conscience qu'il faut justement se protéger. La deuxième caractéristique de ce marché-là, c'est qu'il est excessivement fragmenté. Voilà. Comme tout le marché de l'IT dans le monde, hein, et pas uniquement en France. Et Orange Cyberdéfense est le leader de ce marché, mais entre guillemets n'a que 9% de part de marché. Voilà. Donc ça donne un indicateur de la dynamisme du marché, et donc Orange Cyberdéfense est capable de proposer tous les services que je viens d'évoquer sur l'ensemble du territoire national et même plus loin, parce que on est présent en Europe, on est présent en Amérique du Nord, on est présent en Chine, on est présent en Afrique du Sud. Donc le groupe Orange Cyberdéfense qui représente 2500 salariés aujourd'hui, il a un ancrage fort européen. Et on est présent dans la plupart des pays européens, et bien sûr en France et dans les différentes villes françaises. Mais on a aussi la capacité pour les grands groupes de les suivre. Voilà. Par exemple, quand L'Oréal nous dit c'est très bien de nous protéger en France, mais on a des filiales aux États-Unis, vous voudrez que vous nous protégiez, on le fait. Quand Ikea me dit à Malmö, c'est très bien de nous protéger en Suède, mais on a des usines en Chine, on les protège. Voilà, on est capable aussi d'avoir cette capacité de suivre nos clients partout dans le monde. Alors, c'est bien de mettre en place des solutions techniques, mais je crois aussi que l'humain est peut-être le chaînon faible de toute cette cybersécurité. Oui, c'est-à-dire que vous tous dans la salle, et moi le premier, on est les maillons faibles de ce dispositif. Alors, je dis ça de façon un peu provocante exprès, mais la plupart des attaques, il faut bien avoir conscience que, quels que soient les châteaux forts que vous construisez ou les tours de guet que vous mettez en place, si l'utilisateur, vous, moi, on ne se comporte pas suivant certaines règles, on introduit des failles dans le dispositif. Voilà. Donc, quelles sont les failles? Des mots de passe pas assez sécurisés ou pas assez souvent renouvelés, 1, 2, 3, 4, admin quand c'est un système IT un peu plus perfectionné, le fait de cliquer sur des liens qui sont douteux. Voilà, donc, même le phishing que vous connaissez, hein, donc qui est du hameçonnage, hein, donc une tentative de dérober ou de s'introduire dans un système à travers un mail frauduleux. Bon, il y a quelque temps, les mails étaient la charte graphique n'était pas bien respectée, il y avait des fautes d'orthographe partout, l'adresse était très loufoque. Bon, maintenant ils ont passé un certain nombre de stades de perfectionnement. Je vous défie, moi dont c'est le métier, je réfléchis à 2 fois avant de cliquer sur un truc. Voilà. Donc parce que l'adresse d'émission est la bonne, le logo est parfait, y compris quand c'est une facture Orange d'ailleurs, et le mail est juste à s'y méprendre avec l'original. Voilà. Donc voilà. Donc quand il y a un doute, on ne clique pas, on ne le fait pas et on sera relancé si jamais c'en est un vrai. Donc il y a une espèce d'hygiène à avoir avec le numérique, et voilà. Donc il faut juste avoir conscience que quand on conduit, on fait attention à un certain nombre de choses. Quand on essaie de protéger son domicile, on fait un certain nombre de choses. Dans le monde digital, il y a un code de conduite aussi à avoir. Et je pense qu'il y a quelques années, c'était pas très répandu. Et il faut en tout cas, l'objet d'Orange Cyberdéfense, c'est de promouvoir cette vigilance. Est-ce que tu me permets une question pour Hugues? Alors, une question très directe et très simple. Hugues nous parlait de ransomware. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut payer? Alors, il y a une réponse, réponse générale et une réponse particulière qui sont malheureusement opposées. Moi, en tant que citoyen, payer le ransomware, ça m'est insupportable parce que tu alimentes un système mafieux. Hein. Donc, il faut bien comprendre que vous avez 3 types d'attaquants. Je fais juste une parenthèse, Bruno. Il y a 3 types d'attaquants. Il y a les hackers, qui sont l'image du sweat à capuche dans son garage, l'ado de 13 ans hyper doué. Et là, c'est plutôt la culture de la performance. Et donc, c'est des systèmes communautaires où ils essaient de se distinguer par la performance. Vous avez
Pardon? Pour se faire recruter ensuite par Cyberdéfense Orange. On en a. Deuxième catégorie d'attaquants, il y a les entreprises mafieuses ou criminelles, cybercriminelles. Et donc là, c'est exactement le même monde que vous connaissez d'entreprises, de franchises, mais dans le dark web et dans un monde sombre pour escroquer les entreprises et les particuliers. Et je vais revenir dessus. Et puis, vous avez une troisième catégorie d'attaquants qui sont les États ou les entités parapubliques, où là, c'est des phénomènes politiques et on cherche à déstabiliser son adversaire. Et ça, les Chinois sont très bons, les Russes sont très bons, les Iraniens sont pas mauvais, les Américains sont excellents. Voilà. Donc, c'est la deuxième catégorie. Donc, est-ce que tu veux, Bruno, alimenter le système mafieux et pour leur donner des fonds pour imaginer la prochaine attaque? Voilà. Donc, c'est ça la question. Voilà. Donc, moi, en tant que citoyen et en tant que dirigeant d'Orange Cyberdéfense, bien sûr que non, il ne faut pas payer. Voilà. Donc, là, il y a la réponse générale, elle ne peut être que celle-là, et la direction générale, elle ne peut être que, enfin, me semble-t-il, elle ne peut être que celle-là. Après, si je me mets la peau d'un petit entrepreneur, je reviens sur l'architecte, qui paye une somme relativement réduite, sinon il va au dépôt de bilan, bah, la réponse, j'admets que la réponse pourrait être différente. Voilà. Mais encore une fois, si on se protège en amont, si on met les systèmes en amont, et si on a prévu le système de réaction avant que les choses se passent, il n'y a pas tellement de raison de payer l'attaque. Et l'ensemble des acteurs sur lesquels, la grande majorité des acteurs avec qui on travaille, et notamment les hôpitaux pendant la crise du Covid qu'on a soutenu, que ce soit la PHP à Paris, les hôpitaux à Dax, à Villefranche, enfin différents hôpitaux sur lesquels Orange Cyberdéfense est intervenu, aucun d'entre eux n'ont payé la rançon. Alors, on va formuler ça de façon un peu étrange, mais la Covid a eu du bon en ce sens que elle a mis en avant le besoin des dirigeants de se protéger. Le risque cyber est devenu aussi important que la sécurité des personnes ou le risque incendie au sein d'une entreprise. Donc, pour autant, comment les dirigeants peuvent-ils contourner cette menace et en faire un atout pour justement mieux se faire voir et apprécier de leurs fournisseurs, de leurs clients? Bah, déjà, il faut avoir conscience que, et donc je pense que ça illustre la question et ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a même des lois maintenant. C'est-à-dire que la loi de programmation militaire est définie pour les grands groupes et les grands groupes stratégiques dont Orange fait partie. Normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais je vous le dis. Des obligations de protection. EDF, SNCF, d'autres grands acteurs, les autoroutes, les hôpitaux, les médias, les banques, sont des infrastructures critiques pour le pays. Et donc maintenant, ça serait bien il faut que vous protégiez à un certain niveau. Donc on voit bien que la société est en train de se structurer à travers des niveaux minimums de protection. Voilà. Donc ça, je pense que encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Et plus le digital va se développer, plus il va falloir se protéger. Aujourd'hui, on paye nos impôts, on déclare nos impôts, on paye nos impôts, on paye des amendes. Peut-être que demain, on votera d'un point de vue démocratique à travers le digital. Et il faudra bien sûr protéger ces systèmes. Donc moi, je suis intimement convaincu que c'est un investissement, de temps en temps important pour les entreprises, mais c'est un investissement absolument indispensable pour la pérennité de l'activité. Et je suis intimement convaincu, et on le voit quand on discute avec les directions des achats, ça va devenir quelque chose de différenciant. Voilà. Donc ça va être un facteur de compétitivité. Parce que, le donneur d'ordre va vouloir que s'assurer que l'entreprise est pérenne. Donc comment est-ce que vous protégez et que vous n'allez pas tomber du jour au lendemain victime d'un crypto-locker. Et 2, par rapport aux autres, comment est-ce que je me différencie en me protégeant mieux que les autres. Voilà. Donc, voilà. Et on voit très très vite, ça rentre comme étant un facteur de différenciation et de sélection des différentes entreprises. Voilà. Mais y compris pour Orange d'ailleurs. C'est-à-dire que Orange, dans certains marchés, notamment des marchés publics, doit montrer qu'il est bien protégé pour opérer tel type de service ou tel type de service. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène général qui est en train de se mettre en place. Et une dernière question. Quel est, si vous en pouvez en parler, mais quel est le piratage ou la cyberattaque la plus délirante, la plus folle que vous ayez soit vécue, que vous avez dû peut-être régler ou que vous avez entendu parler? Alors, on est encore dans une période où il y a plein d'acteurs attaqués qui n'ont pas très envie qu'on en parle. C'est encore tabou.
Oui, c'est encore tabou. Alors qu'encore une fois, et c'est pour ça qu'on a commencé les propos par ça, c'est la question n'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer. Voilà, c'est la question, c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer. Je sais pas, ça, c'est ce qui a marqué l'imaginaire collectif. J'en ai deux et donc je sais pas si vous vous souvenez de la période de 2017. Il y a eu deux attaques très célèbres, WannaCry et NotPetya, qui étaient tous les deux des ransomware et qui ont touché plein d'entreprises dans le monde, qui ont immobilisé des très grands groupes. Saint-Gobain a été impacté, donc tout Saint-Gobain, y compris la direction générale, n'a pas eu de mail pendant des semaines. Je ne sais pas si vous imaginez comment fonctionne un groupe de cette taille-là, de se dire qu'il faut revenir au fax, il faut revenir à je sais pas quoi, il faut utiliser les web perso, enfin c'est un truc délirant. 2017, enfin c'est pas la préhistoire, c'était pas à l'époque des dinosaures, c'était hier. Autre attaque extrêmement marquante, qui est plus dans la troisième catégorie que j'évoquais tout à l'heure, Bruno. Et on en parlait déjà tout à l'heure, la dernière fois, mais c'est pour moi c'est assez parlant. C'est 2010. C'est Stuxnet. Stuxnet, c'est un virus qui a été développé par la NSA et utilisé par les services secrets israéliens pour ralentir le processus d'enrichissement de l'uranium iranien. Voilà. Donc ils ont mis un virus pour que les centrifugeuses iraniennes n'enrichissent pas correctement l'uranium. Donc voilà. Donc voilà. C'est pas James Bond, c'est pas un roman policier, c'est dans la vraie vie, c'est aujourd'hui, c'est dans la période moderne, et c'est des choses qui illustrent l'évolution de la menace. Et chez vous, vous employez donc des bons pirates. Comment vous les recrutez? Où est-ce que vous les recrutez? Donc, par définition, Orange Cyberdéfense ne fait que de la défense. Orange n'a pas vocation, on n'est pas une agence de renseignement, donc on n'a pas vocation à faire de l'attaque. Donc on ne fait que de la défense. Néanmoins, donc on recrute, pour savoir comment les attaquants opèrent, on recrute certains d'entre eux, ou des profils similaires. On appelle ça des ethical hackers. On en a 150 chez Orange Cyberdéfense, dont 80 en France. Donc on a le plus gros groupe européen de ethical hackers. Et c'est des gens qui ont carte blanche pour aller pénétrer un système. Donc le client vient nous voir, il nous dit voilà, j'ai tout fait comme vous m'aviez dit, ou avec un autre fournisseur d'ailleurs. Tout est mis en place, j'ai tout fait, la cartographie, les systèmes, la surveillance, patati patata. Est-ce que vous êtes capable de pénétrer dans mon système? Et on fait ça. Voilà. Et ces gens font ça. Et vous avez différentes catégories de prestations. Et juste pour l'illustration, la prestation ultime, on appelle ça des Red Team, équipe rouge. Et eux, ils ont carte blanche pour aller pénétrer dans le système. C'est-à-dire que ces équipes qui vont aller faire les poubelles de l'entreprise pour trouver des mots de passe mal déchirés, c'est des gens qui vont aller prendre des pots dans les cafés à proximité du siège social pour aller sympathiser avec les collaborateurs pour soutirer des informations utiles. C'est des gens qui vont aller copier les cartes d'accès. Enfin, ils ont carte blanche. Voilà. Et c'est fait dans un cadre juridique bien précis, en accord avec le client, mais qui dit, mais écoutez, voilà, vous allez vous comporter comme des attaquants pourraient se comporter pour tester mes systèmes et aller jusqu'aux limites. Voilà. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus connus? Tout à l'heure, vous évoquiez la Chine, par exemple. Est-ce qu'il y a des modes dans les virus ou les cyberattaques? Alors, comme je disais tout à l'heure, sur l'écosystème des attaquants se structure comme la vie que l'on a l'habitude de vivre. Et donc, vous avez pas des chaînes de supermarchés, mais pas loin. C'est-à-dire que les hackers prennent un module sur une étagère, et donc le crypto-locker, ils vont le prendre de tel type de technologie là. Le module de paiement en Bitcoin, ils vont le prendre chez un autre fournisseur. Le modèle de distribution et de propagation du virus, ils vont le prendre à travers un autre algorithme, et ils vont faire leur attaque comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas des modes, mais il y a une structuration de l'écosystème mafieux et délictueux qui répond à des modèles économiques qui sont proches. Voilà. Et ils font beaucoup d'ingénierie sociale. Donc s'ils savent, s'ils visent l'entreprise A, et ils vont dire, si je lui fais ça, son coût de réparation, ça va être 100. Je sais que son coût de réparation, ça va être 100, et donc je vais fixer la rançon à 80. Voilà. Et comme ça, je vais maximiser mon retour sur investissement. Voilà. Et donc ils font tout ce travail en amont pour qualifier l'attaque. Voilà. Mais alors, quel intérêt pour eux d'attaquer des petites structures, comme vous disiez tout à l'heure, des cabinets d'avocats où il n'y a que 2-3 postes? C'est pas rentable, entre guillemets.
Ça dépend du module de propagation et distribution de l'attaque. Donc, ça peut être, donc il y a des attaques qui sont très ciblées, des attaques qui sont pas ciblées du tout. Généralement, ceux qui touchent les cabinets d'architecture ou d'avocats ne sont pas ciblés. Et donc, ils essayent voilà, c'est comme un filet de pêche. Ils lancent le filet, ils essaient d'avoir le plus de poissons. Donc, voilà. Donc, c'est différentes techniques. Et parfois, la pêche est miraculeuse, c'est ça? Malheureusement, oui. Merci beaucoup. On peut passer aux questions de l'Assemblée, ou bien si vous voulez vous parler de ce qui a été mis en place au sein de votre organisation ou entreprise, par exemple l'EDEC. Merci. Donc vous disiez que effectivement l'humain était un petit peu le maillon faible, et nous agissons en amont dans la préparation des étudiants. Et à l'EDEC, nous avons un atout extraordinaire qui s'appelle Bertrand Monnet, qui est un professeur qui a été formé à Saint-Cyr, qui vient de la Défense. Et il a mis en place une chaire de management des risques criminels, dont la cybercriminalité fait partie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il développe tout un aspect académique, mais par le biais, au-delà de ses enseignements, il va sur le terrain, il fait des interviews, il rencontre les acteurs de cette réalité, donc il peut rencontrer des hackers. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors c'est le seul cours où nos étudiants sont tous... Il n'y a pas un écran, ils sont tous pendus aux lèvres du professeur. Cette chaire du management des risques criminels en entreprise existe donc depuis 2005, quand Bertrand Monnet nous a rejoints, et on forme chaque année 2000 étudiants sur ces matières qui sont un peu particulières, et je pense qu'on est les seuls en France à faire ça. Voilà. Merci. Juste peut-être un commentaire sur l'intervention qui est... on n'en l'a pas évoqué, mais l'enjeu de la formation est vraiment clé. Hein, c'est-à-dire que pour se réussir à se protéger, pour développer ses services dans les entreprises, pour avoir d'autres entreprises comme Orange Cyberdéfense qui proposent d'améliorer la protection des entreprises, il faut qu'on ait des ressources. Et aujourd'hui, on manque cruellement de ressources en France, mais c'est le cas dans toute l'Europe. Hein, la situation est exactement la même en Angleterre, exactement la même en Allemagne. Mais voilà, dans un marché qui croît à 10% par an, 9-10% par an. Voilà, il faut plus d'écoles, plus de promotion, plus de formation, plus de parcours de formation innovants, plus de formation continue. Voilà, donc et ça, c'est quelque chose sur lequel Orange s'investit beaucoup, mais Orange seul n'y arrivera pas. Et il y a vraiment une mission importante de formation des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, hein, pour arriver à répondre à ce besoin. Très bien, merci. Est-ce que, par exemple, Philippe Renaud-Dillon pour l'UPE 06. Je me lève, excusez-moi. Alors, excusez-moi, je me suis absenté 5 minutes, mais les officiels qui commencent à arriver, donc c'est pour ça que je vais. Alors, j'ai pas tout entendu, mais moi, j'avais une question tout à l'heure. Aujourd'hui, un chef d'entreprise d'une TPE. Ici, le tissu économique, c'est plutôt des TPE, PME. Et un chef d'entreprise d'une TPE, PME, si vous voulez, le problème de la cybersécurité, c'est pas sa priorité. Et aujourd'hui, par contre, il veut être absolument tranquille sur ce sujet, parce qu'il a besoin évidemment de ses données. Donc le conseil, c'est quoi? C'est le cloud, ou c'est un serveur hyper sécurisé, mais qui nécessite un entretien avec des gens qui viennent surveiller tout ça? Est-ce que le cloud, parce qu'on pense plutôt que le cloud, on n'a rien à faire, quoi. On est sécurisé totalement. C'est quoi? Quel conseil on peut lui donner à ce chef d'entreprise ce n'est pas sa priorité, mais qui est effectivement essentiel dans son entreprise? Enfin, il n'y a pas de réponse absolue, donc c'est vraiment du cas par cas. Quand vous dites que la cybersécurité n'est pas son problème, c'est pas sa priorité. Je pense que malheureusement ça va le devenir. Donc même les petites entreprises, même ceux qui n'ont pas de système informatique ou qui n'ont pas de responsable informatique ou des systèmes relativement rustiques.
le cloud est une solution, mais le cloud n'est que le stockage et des capacités de compute qui sont distribuées. Après, le cloud n'empêche pas qu'il y aura des PC ou des laptops dans ses bureaux, n'empêche pas qu'il y aura des humains qui vont rentrer des données, n'empêche pas qu'il y a des mots de passe qui seront plus ou moins bien protégés. Donc, le cloud est une façon de répondre à la question, mais ne traite pas l'ensemble de la chaîne, bien sûr, hein, c'est évident. Donc, chaque cas, il y a des solutions techniques adaptées, donc j'ai pas de solution miracle à vous dire en disant faisant ça répond à tous les problèmes. En revanche, le dénominateur commun, c'est la sensibilisation et la formation. Voilà, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle ce matin. Je pense que ça peut être quelque chose de partagé en disant c'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui est significatif, qui dans le monde dans lequel on vit, qui ne peut être que croissant. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon pronostic personnel. Et donc, on a besoin de prendre conscience de ça, on a besoin d'anticiper les choses, on a besoin de se préparer. Voilà. Donc, je pense que ce message j'allais dire évangélisation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de sensibilisation me paraît important. Après, il y a des spécialistes, et encore une fois, ça dépend. Vraiment, je suis désolé, il y a tellement de cas, et Orange Cyberdéfense est capable d'accompagner ces entreprises, est capable de leur donner des conseils, est capable, s'ils le souhaitent, de leur proposer des solutions qui vont répondre à ces besoins-là. Donc, vraiment, un acteur de confiance et de proximité pour pouvoir trouver la meilleure solution à un coût raisonnable en fonction de la taille de l'entreprise, et pas forcément construire des usines à gaz qui sont disproportionnées. Après, la prévention est aussi très importante. Est-ce que cette prévention, elle ne pourrait pas passer justement, et là on est là pour en parler dans un salon, dans un événement qui est organisé par un mouvement patronal, par les organisations patronales, par les syndicats professionnels. Est-ce que ce n'est pas à eux aussi à s'en emparer pour que leurs adhérents, qui sont des petites structures, aient à leur disposition toute l'information nécessaire et un certain nombre de boîtes à outils qui répondront pas à toutes les attaques, mais qui permettront déjà d'éviter de faire des grosses erreurs. Ah si, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est pas du tout un monopole de qui que ce soit, et surtout sûrement pas d'Orange Cyberdéfense. C'est un enjeu commun. C'est un enjeu évidemment commun. Et encore une fois, j'ai bien conscience que c'est pas dans les valeurs initiales d'Internet, de ce que le digital apporte, ou les gens, et moi le premier, on est plutôt fasciné par la facilité d'utilisation, le côté intuitif, le côté, voilà, le bienfait ou la valeur ajoutée que ça m'apporte rapidement, et pas le côté sombre qu'on essaye d'oublier, ça c'est humain, et d'éviter. Mais voilà, donc je pense qu'il faut mieux dans le monde professionnel, et si on veut avoir des activités pérennes et qui se développent correctement, voilà, en avoir conscience et se préparer. Justement, pour rebondir peut-être sur ce que propose la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette intervention. Alors, au niveau de la Chambre de commerce, effectivement, on a organisé des ateliers de sensibilisation avec la Gendarmerie nationale sur la cybersécurité et la cyberdéfense. Mais c'est vrai que je rejoins ce que vous dites. Aujourd'hui, ça devient majeur, ça devient essentiel. On ne sait pas quand. C'est un peu comme les voitures. Là, il n'y a pas de constructeur de voitures, je crois, aujourd'hui, mais c'est un peu comme l'électronique dans les voitures. Les constructeurs, maintenant, ne gèrent plus le fait qu'il va y avoir une panne ou pas une panne, mais comment on va gérer la panne et quel service client on va amener. Et c'est vrai que c'est un petit peu pareil pour la cybersécurité. Vous l'avez dit, on ne sait pas exactement quand on va se faire attaquer. Et on l'a vu avec OVH, alors qui n'a rien à voir, enfin, pour l'instant, l'incendie des serveurs OVH, bon, je pense pas que ça soit malveillant, la justice le dira, mais on a vu la désorganisation totale de 99,9% des clients d'OVH. Je parle pas des ministères, et encore, certains ministères, data.gouv.fr, ont comme mis 24 heures, voire 48 heures pour remettre en place leur système. Donc c'est vrai que c'est assez préoccupant. Et moi j'avais une question, enfin, deux questions. Premièrement, au niveau du coût, parce que Philippe Renaudy l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être pas la préoccupation première, c'est aussi un coût. Savoir, effectivement, tout le monde n'a pas un directeur technique dans des cabinets d'architecture ou autres TPE, PME. Donc c'est difficile de faire des choix éclairés, premièrement. Deuxièmement, et c'est pas une sensibilisation de formation, atelier d'une demi-journée qui vont vous permettre de faire ça. Deuxièmement, on se rend compte que les grands groupes, vous l'avez dit, sont de plus en plus vigilants par rapport à ça.
Et l'écosystème des entreprises comme la mienne, start-up et autres qui veulent travailler avec ces gens-là ou qui travaillent avec ces gens-là, on leur demande d'être au même niveau qu'eux, parce qu'on peut être potentiellement une faille de sécurité pour eux. Et c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui pour les entreprises françaises de pouvoir se mettre avec les budgets qu'ont les grands groupes à leur niveau pour éviter d'avoir des failles de sécurité qu'on pourrait leur apporter. Donc voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Merci. Sur le coup, comme dans tous les services aux entreprises, c'est largement sur mesure. Hein, donc, voilà, donc il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, la façon dont les choses se passent, après ça dépend de quel type de service ou qu'est-ce qu'on demande sur la partie audit, sur la partie protection, sur la partie détection, sur la partie réponse à incident. Les grands groupes français, les acteurs du CAC 40, ils dépensent des dizaines de millions par an en cybersécurité. Le premier client d'Orange Cyberdéfense, c'est la BNP. Et donc, c'est ça l'ordre de grandeur. Et donc après, vous avez donc l'objectif des acteurs et donc Orange Cyberdéfense, c'est de proposer des solutions qui soient à des coûts abordables suivant la taille des entreprises. Aujourd'hui, on a développé un service qui s'appelle le MicroSOC, c'est plutôt des milliers d'euros. Mais c'est des entreprises déjà de taille importante. Et puis après, on travaille des services qui soient plus abordables, plus rustiques, plus rudimentaires, plus standardisés, qui soient pour les pros, les TPE. Voilà. Et ça, c'est des services qui doivent être fantastiquement plus efficaces que le vieil antivirus que vous connaissez, qui est pas souvent pas très bien installé ou pas sur tous les postes, qui est généralement pas mis à jour. Donc c'est très bien d'avoir un truc avec les virus d'il y a 5 ans, mais c'est pas très efficace sur les virus d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ça les enjeux. Et donc on essaye de proposer des solutions qui soient à des coûts abordables. Et les coûts abordables, ça peut être quelques dizaines d'euros par mois ou plusieurs centaines d'euros par an pour des petites structures qui permettent d'avoir un premier niveau de protection et qui permet déjà de voir, qui va déjà permettre de savoir et d'anticiper des choses qui pourraient se passer. Voilà, donc c'est vraiment comme ça. Après, la deuxième question, ça c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire que le monde étant interconnecté, pour les entreprises et notamment pour les entreprises de taille moyenne et grande, la première source d'attaque, c'est ses sous-traitants. Hein, c'est de faire travailler des entreprises plus petites qui, elles, sont mal protégées et qui vont se faire attaquer. Et l'attaquant va rentrer. Et chez Orange, c'est quelque chose qu'on surveille de très près. Et donc, on a un standard de cyberprotection de nos sous-traitants qui est élevé. Parce que sinon, on va se faire attaquer par le sous-traitant. Et c'est une technique classique d'attaque. Donc oui, donc malheureusement, dans un monde très interconnecté, avec celui que vous évoquiez, le niveau d'exigence demandé, même aux structures plus petites, va croître, à mon avis, assez vite. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que la prochaine grande crise sera une cybercrise ? Non. Non, je suis plus inquiet sur l'ordre géopolitique du monde et le rôle de la Chine que là-dessus. C'est déjà ça. Les banques, je suppose qu'on fait depuis de longues années, ont mis en place des structures contre les cyberattaques. Est-ce que la Caisse d'épargne Côte d'Azur peut-être m'en parler de ce qui a été mis en place ? Oui, bien sûr. Je vais rejoindre beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Alors, pour les banques, c'est un enjeu majeur parce que la sécurité, et surtout nous, on a un groupe coopératif, donc on vante et on veut protéger les données de nos clients, on les vend pas et on est là comme un tiers de confiance qui doit se poser comme un élément de protection des données clients. Et donc, c'est extrêmement important la cybersécurité, c'est la durabilité du modèle, la durabilité c'est la vie de l'entreprise et plus encore que pour une autre entreprise. Je pense pour la banque, c'est vraiment un enjeu crucial. Pour rejoindre les ordres de grandeur sur le groupe BPCE, pardon, pas simplement la caisse, mais c'est un ordre de grandeur, c'est de 80 millions d'euros en 2024, l'ordre de grandeur de financement de ce qu'on va mettre sur la cybersécurité. Donc c'est extrêmement majeur. On a fait effectivement beaucoup de choses sur les aspects techniques. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit parce que ça va rejoindre énormément de ce qui a été dit en termes de protection des systèmes, de protection de moyens techniques, de surveillance, d'alerte, etc. Et puis beaucoup de choses aussi côté collaborateur. La faille, effectivement, elle peut venir à la fois côté technique, côté client, parce que parfois on a des
clients qui donnent leur mot de passe, leurs accès sans s'en rendre compte, sans comprendre qu'ils sont en train de compromettre leur quotidien, leur argent, etc. Et puis, côté collaborateur, et on a une politique très importante de formation, de sensibilisation. On fait des tests grandeur réelle, de fausses attaques pour voir comment les collaborateurs se comportent, comment on apprend à réagir à tout ça, et pour que, effectivement, le jour où il y a des choses réelles qui se passent, parce que ça arrive, c'est du quotidien, on soit en capacité à réagir. Et c'est vrai qu'on est dans un monde le Covid a créé cette accélération. Sur les financiers, je crois que les chiffres, c'était x9, quelque chose comme ça. Au moment du début du confinement, on a eu une explosion sur toutes les institutions financières de la réalité des attaques constatées sur nos systèmes et dans notre quotidien. Donc, énormément de moyens sur les 3 aspects. Aspect technique, aspect client et aspect collaborateur. Et tout ça, effectivement, parce qu'on a un enjeu très fort de protection des données de nos clients. Merci. À la Poste aussi, je pense que la cybersécurité est extrêmement important. Est-ce que, Sandrine, vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, effectivement, le groupe La Poste, comme pour le groupe Orange, c'est un enjeu commun, hein, bien sûr. D'une part parce que nous avons réalisé des investissements très, très conséquents sur l'aspect cybersécurité en tant que banque, comme nos collègues ici. Mais également parce que nous avons développé à travers notre filiale DocaPost toute une série d'offres et de mesures que nous pouvons proposer aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et notamment parce que DocaPost est hébergeur de données santé. Donc, hébergeur de données santé, je pense que comme vous le savez, c'est vraiment le plus, j'allais dire, le plus regardé, le plus sécurisé également dans ce monde. Donc, nous avons plus de 88 millions, je crois, de dossiers pharmaceutiques qui sont hébergés au sein de notre filiale, tout en se disant que effectivement l'hébergement que nous avons choisi, c'est sur le territoire français. Alors ça fera partie d'une de mes questions. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez plus particulièrement, cet hébergement en territoire français? Et par ailleurs, donc, nous avons développé toute une gamme d'offres, comme je le disais, aussi bien vis-à-vis des particuliers comme Digipost. Digipost, c'est le coffre-fort numérique. On n'attend pas toujours spécialement la poste sur cet item, mais je sais d'ailleurs par ailleurs que je pense que Orange l'utilise pour le transfert des bulletins de paie, par exemple. Donc, c'est aussi l'archivage de données RH très, très conséquent pour les entreprises. Nous proposons également la sécurisation de l'identité numérique pour les particuliers. Donc, nous sommes effectivement extrêmement investis sur ces sujets et dans l'enjeu commun effectivement avec les grands groupes et au service des particuliers et des entreprises. Même les plus petites peuvent faire appel effectivement à nos services d'archivage sécurisé de leurs données. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a toute une sensibilisation qui est faite, bien sûr, sur nos collaborateurs, et de plus en plus, hein, puisque effectivement, c'est parfois le maillon faible. Mais également, nous tenons à sensibiliser nos clients, parce que les attaques se sont de plus en plus présentes, surtout au moment, pour nous, ça passe beaucoup au moment de ce que l'on appelle les pics périodes qui vont être Noël par rapport au colis, donc les SMS, les mails qui sont effectivement de plus en plus ressemblants. Donc nous avons toute une communication qui est faite à ce sujet, aussi bien sur les réseaux sociaux, pour vraiment essayer de protéger au maximum aussi nos clients. Voilà. Donc la question, Sandrine, que vous vouliez poser à Hugues. La question, c'est vraiment, est-ce que cet hébergement sur un territoire français, c'est quelque chose que vous regardez plus particulièrement et que vous conseillez aux entreprises? Merci. Donc ça pose la question de la souveraineté, qui n'est pas synonyme ou équivalente à cybersécurité. Et c'est pas exactement les mêmes. Donc c'est un sujet qu'on recommande, suivant les données, suivant les utilisations. Mais ça répond pas forcément exactement aux mêmes objectifs. Vous avez tous connaissance du fameux Patriot Act et du fameux Cloud Act, hein, qui est un sujet d'extraterritorialité et donc qui permet au gouvernement, aux agences de renseignement américaines
d'avoir accès à toutes les données où qu'elles soient localisées dans le monde, y compris en France, si jamais c'est avec un fournisseur américain. Voilà. Donc vous avez beau avoir des données stockées en France, donc la localisation de stockage de données ne répond pas à la question. Voilà. Et il y a fort à parier que c'est pas beaucoup mieux que les Chinois. Donc c'est pas suffisant. Voilà. Donc le lieu de stockage n'est pas suffisant. Il faut aussi se préoccuper avec qui vous avez affaire, voilà, et avec qui vous contractualisez. Et ça, c'est des sujets de souveraineté. Et après, il y a une couche de cybersécurité qui est encore autre chose. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Orange a décidé, de façon plutôt innovante, de faire une co-entreprise avec Capgemini. Et donc, les deux actionnaires de la structure, c'est Orange et Capgemini, pour avoir une offre de cloud souveraine avec des serveurs basés en France, opérés par des agents français, venant de ces deux sociétés françaises. Voilà. Et donc avec ça, même si le système est motorisé par Microsoft et par Azure, la solution est Cloud Act Free, Patriot Act Free. C'est-à-dire que quoi que demandent les procureurs américains, quoi que fasse la NSA, ils n'auront pas accès aux données. Et donc ça, on s'en porte garant avec la certification de l'ANSSI pour répondre à un besoin de souveraineté de la part de nos clients. Et de plus en plus, les banques, la Caisse d'épargne, BPCE, Société Générale, BNP, La Poste, se disent c'est très bien, le cloud c'est génial, mais il ne faut pas être naïf. On sait ce que les Américains font des données. Hein. Et quand vous appelez Airbus, vous ne mettez pas vos données dans le cloud américain, parce que ça veut dire que Boeing les a le lendemain matin. Donc, quelles sont les solutions adaptées en termes de souveraineté pour, sans alourdir ni l'utilisation ni la facture, mais pour avoir des solutions adaptées qui permettent de respecter cette souveraineté. Et je pense qu'on est dans une période, en tant que nous, je ne vous connais pas dans la salle, mais européens, où on est en train de prendre conscience de ces enjeux-là de façon accélérée. Je pense qu'il y a encore quelques années, on était relativement naïfs sur ce sujet-là, mais il est évident que tous les secrets industriels et tous les secrets politiques étaient écoutés par les Américains. Voilà. Enfin, j'ai juste une anecdote que je partage avec vous, et c'est pas de la science-fiction, et c'est dans la presse, donc je peux en parler. Orange opère les routeurs du gouvernement, hein, et les mouchards qu'on a trouvés sur les routeurs de l'Élysée, c'était américain, dans des boîtes Cisco. Hein, c'est dans la presse. Donc dans ce monde-là, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis. Voilà, il n'y a que des concurrents. Années, les DSI d'entreprise promeuvent le Microsoft, les outils 365 qui sont quand même hébergés chez Azure, donc américains. Donc là, apparemment, depuis quelques semaines, quelques jours, quelques mois, on commence à prendre conscience de ça, et apparemment Azure devient sur la liste noire, apparemment, enfin, grise ou marron. Non, ils sont sur aucune liste, ils sont juste américains, et on sait ce que les Américains font des données. Mais on utilise tous Microsoft, ouais. Et toutes les entreprises utilisent Microsoft, et toutes les collectivités utilisent Microsoft. Ouais. Je voulais avoir votre avis sur ça. En fait, je pense que le plus important, avant de parler de la solution, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, quand je fais ça, je sais en conscience ce que ça veut dire. Et pas, je m'en préoccupe pas, tout va bien, c'est sécurisé. Non. Non. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est ce message que j'essaie de vous passer. Et après, il y a des solutions techniques. Et nous, chez Orange, on le fait. On est en train tardivement de passer sur Office 365. Et on le fait de façon différenciée. C'est-à-dire que 80 ou 90% des données ne sont pas sensibles, et donc vont dans le cloud public Azure. Et 10 à 15% des données vont rester dans nos serveurs on-prem pour qu'ils ne puissent pas être copiés, écoutés, changés d'aucune façon. Et donc, suivant les types de sujets, les dossiers, les personnes, ils iront dans la partie publique ou dans la partie privée. Voilà. Donc ça, c'est la première solution, et c'est ce qu'on fait dans le groupe Orange. C'est un témoignage d'utilisateurs. Et puis après, il y a l'autre solution, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est le projet bleu que j'évoquais tout à l'heure, qui est la JV à Capgemini, et qui va offrir toutes les fonctionnalités d'Office 365, toutes les fonctionnalités d'Azure, en étant souverain. Voilà. Du côté de Pôle emploi,
qu'est-ce que vous gérez des dossiers, des données de milliers de personnes. Comment vous vous y prenez? Oui, bonjour. Effectivement, pour Pôle emploi, on rejoint un peu les grands groupes qui ont été évoqués et la responsabilité nationale sur un nombre de données important, bancaires, sociales, tout ce que ça implique. Effectivement, donc je crois que mes collègues de l'informatique m'avaient cité qu'ils recevaient effectivement entre 3000 et 4000 attaques par jour qui étaient contrecarrées par les systèmes. Donc effectivement, là-dessus, il y a une sécurité importante qui... Moi, je suis pas spécialiste d'informatique, mais en tant que collaborateur, effectivement, il y a une hygiène qui nous est donnée et qu'on essaie de respecter pour effectivement éviter ces pertes. Mais en tout cas, effectivement, Pôle emploi se doit d'être à haut niveau de protection par rapport à toutes ces données. Et donc, pour l'instant, je touche du bois, c'est toujours le cas, a priori. Et après, sur la partie plutôt, vous parlez des compétences, effectivement. Alors il y a une sorte de paradoxe, mais peut-être que vous allez pouvoir l'expliquer aussi, c'est qu'effectivement, si je clique sur Pôle emploi.fr, je cherche cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai 6 offres d'emploi sur le 06, j'en ai 17 dans le 13, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Effectivement, c'est peut-être pas là où sont centrés les grands centres de sécurité, mais peut-être que c'est peut-être un point à expliquer aussi. Et par contre, sur un aspect un peu plus large, effectivement, vous parliez de formation, on a au niveau de Pôle emploi des partenariats avec la Grande École Numérique, avec la région ou propre des formations financées par Pôle emploi. Sur le numérique, ça va du développement développeur Java à l'animateur e-commerce ou à des réseaux sociaux. Et à chaque fois, du coup, on essaye d'intégrer de plus en plus des notions de cybersécurité. Vous parliez d'hygiène tout à l'heure, effectivement, de l'hygiène pour que ces personnes-là qui vont avoir une petite ou une grande partie de leur activité sur l'informatique et le numérique, et au moins des réflexes ou puisse être, par rapport au TPE, PME, on en parlait tout à l'heure, un interlocuteur avec un prestataire qui puisse responsabiliser aussi le chef d'entreprise qui effectivement a peut-être pas forcément ça toujours en tête, ou c'est peut-être culturellement pas évident pour lui. Et donc on essaye de donner des notions à des personnes qui vont être acteurs à plus ou moins grande échelle en entreprise de notions pour aider les petites entreprises dans leur propre sécurité et pour être l'interlocuteur de professionnels tels que vous. Voilà le témoignage un peu. Comment expliquez-vous qu'il y ait aussi peu d'offres? C'est parce qu'on les recrute dès la sortie de l'école ou pas? Comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, quand je suis arrivé dans mes fonctions en 2017, donc je suis arrivé en 2018, quand je suis arrivé dans mes fonctions en 2017, le turnover d'Orange Cyberdéfense en France, c'était 25%. C'est-à-dire qu'on perdait chaque année un quart de l'effectif. Pour l'étranger? Non, parce que la demande est super forte et qu'il y a plus la demande et l'offre et la demande sont déséquilibrées et que les jeunes n'ont pas un attachement à l'entreprise forcément. J'allais changement de valeur le même que le nôtre ou que le mien et que 20% d'augmentation de salaire, ils changent de boîte tous les 3 ans. Et donc et comme le marché est en tension, il y a une espèce de course à l'échalote qui fait que 25%, enfin c'est comme gigantesque. On est descendu, on est encore à 10. Donc le standard du marché de la cyber, c'est 15. Donc c'est plutôt bien pour Orange Cyberdéfense, c'est-à-dire qu'on arrive à promouvoir nos collaborateurs, à les retenir, à leur donner un projet. Mais je le disais, c'est vraiment critique. Et c'est critique pas que pour Orange ou Orange Cyberdéfense, c'est critique pour les clients pour lesquels on travaille, pour l'écosystème, pour les différents acteurs qui ont intervenu aujourd'hui. Réussir à recruter, à les retenir, à les former, les talents clés de la cyber, c'est un truc vraiment compliqué et qui répond à une équation économique ou de projet. Par exemple, en région parisienne, alors ici c'est pas les mêmes enjeux, mais en région parisienne, un truc tout bête, mais la localisation du lieu de travail à 500 mètres près, vous les attirez pas. Aucun de ces collaborateurs n'ont un moyen de transport. Ils viennent qu'en transport en commun. Donc voilà, c'est des choses particuliers et il faut les mettre dans un environnement. Et puis maintenant, il y a un critère supplémentaire qu'on n'a pas évoqué, qui est la première question que les jeunes collaborateurs nous posent en entretien, c'est de télétravail. Vous faites combien de jours de télétravail? C'est avant le salaire, avant les vacances. Maintenant, c'est le nombre de jours de télétravail qui est la première question qui est posée dans les embauches. Donc on voit bien que c'est un secteur d'avenir, hein, donc on ne peut qu'encourager les jeunes à se lancer dans la cybersécurité. En parlant de cybersécurité, il y a aussi dans les voitures
qui ont de plus en plus des systèmes embarqués de connexion, de plus en plus des questions de protection des données. Je crois que nous avons un représentant de Buy My Car. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce qui est fait au sein de votre entreprise? Oui, bonjour. Alors, au niveau des constructeurs automobiles, j'imagine qu'il y a une cybersécurité très importante. Par contre, nous, au niveau du groupe Buy My Car, qui représente 80 concessions, 2500 employés, et qui se lance dans une digitalisation très poussée pour la vente automobile, là, oui, depuis 1 an, le département IT a embauché plus de 20 collaborateurs en mettant en place toute une politique de cyberattaque, puisque là, il y aura toutes les données des constructeurs, puisque vous pourrez acheter directement votre voiture en ligne. Et là, c'est très important, ils en ont pris conscience. Par contre, ils se sont implantés à Grenoble, à côté des écoles d'ingénieurs, parce que, en effet, c'est assez difficile de recruter ces nouveaux métiers, moi, je trouve. Voilà, donc c'est vrai que c'est une priorité. Merci. Juste un petit commentaire sur votre première phrase. Je pense que c'est évident qu'on va de plus en plus vers des systèmes autonomes. Hein, donc aujourd'hui on parle de drones. Un jour il y aura des avions de ligne qui seront autonomes ou en tout cas avec un seul pilote. On voit des voitures. Donc on parle de la voiture autonome. Il est à peu près évident que les voitures vont devenir autonomes. J'étais la semaine dernière au port d'Anvers où on a, qui est un grand client d'Orange Cyberdéfense. Ils lancent des péniches autonomes. Donc les péniches sur les canaux belges, elles vont être sans pilote. Donc on voit bien qu'on va vers des systèmes qui vont être de plus en plus autonomes. Et donc qui dit autonome dit risque de prise de contrôle à distance ou de perturbation par une attaque. Donc et Orange Cyberdéfense travaille, hein, notamment avec le groupe Renault, pour essayer d'imaginer le meilleur système de protection possible des véhicules autonomes ou même des systèmes embarqués. Parce qu'aujourd'hui on a des régulateurs de vitesse ou de choses comme ça. Si ces trucs-là étaient pris en main à distance par un attaquant, vous imaginez ce qui pourrait se passer. Donc c'est vraiment voilà, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment les sujets d'aujourd'hui. Alors, je ne vois pas trop au fond de la salle, mais si nous avons un représentant de l'ACMAR, de la Chambre des métiers et des artisans, non? Personne? J'aurais bien aimé savoir ce que la Chambre mettait en place pour les artisans, justement, qui n'étaient pas tout à fait peut-être aussi sensibilisés que les grands dirigeants à la question de la cybersécurité. Est-ce que notre personne veut peut-être prendre la parole, nous dire ce qu'il en est au sein de leur entreprise? Une question? Pas de question? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Prochain rendez-vous du Hub Eco, ce sera pour le 7 décembre pour la cérémonie de remise des trophées. C'est toujours une belle cérémonie que de donner, récompenser des entreprises qui ont fait preuve de croissance, de vision, de management, d'idées qui ont porté au nu leur idée. Donc voilà, ça c'est le rendez-vous le 7 décembre. Ça se passera au TNN à Nice. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour assister à la soirée. Et maintenant, je remercie Hugues Foulon de toutes ces explications. Franchement, c'était passionnant. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.